Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Thibaut? Mais c'est impossible! Voyons! D'où tires-tu ces informations? Les sources! Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, est assez important, justement, parce qu'il y a des différences idéologiques, non seulement qui découlent de, je pense, des croyances, ce que je vais estimer comme que j'estime comme des croyances, et qui semblent, avec le temps, se conforter de plus en plus vers, on va dire, cette conclusion. Alors, justement, donc, on va parler du chômage, on va parler notamment d'analyses qui sont faites du chômage et d'analyses qui sont faites en Belgique, mais qui, je pense, peuvent s'appliquer aussi à la France, forcément, et qui vont surtout être intéressantes parce que ce sont des données, je pense, qu'il faut tenir compte pour le futur, parce que, notamment, c'est je pense, des erreurs, du coup, alors... En fait, le fait de faire des erreurs, c'est pas grave. Au contraire même, faut tenter les choses. Et parfois, les choses, elles ne marchent pas. Et parfois, elles marchent. Et c'est comme ça qu'on avance. Hein. Si on ne se trompait jamais, eh bien, on n'avancerait jamais, en fait. Hein. Du coup, quand on fait des erreurs, il faut retenir. Et il faut avancer. Et c'est pour ça que je pense que cette vidéo est vraiment primordiale dans un peu cette bataille idéologique et je pense même un peu les a priori qui traînent concernant l'économie et l'emploi, que ce soit en France, en Belgique ou à Navarre. Bon, ici on va dire que c'est surtout en France et en Belgique, parce que je ne sais pas pour d'autres pays du monde si ça s'applique forcément, mais en tout cas ici, ça devrait le faire. Bref! La dégressivité des allocations de chômage n'a pas dopé l'emploi, selon l'ONEM. Alors l'ONEM, c'est l'organisation nationale pour je ne sais plus quoi. Hein. Donc en fait, c'est ceux qui s'occupent de verser, en fait... est-ce qu'il est marqué Est-ce qu'il est marqué... Bon, on s'en fout. En tout cas, c'est l'institution publique qui s'occupe, en fait, de gérer... comme il est marqué l'assurance chômage. Donc c'est eux qui s'occupent du versement des allocations de chômage. Et c'est donc eux qui analysent aussi, on va dire, les impacts positifs ou négatifs des mesures qui sont prises, que ce soit, voilà, si on les augmente, si on les diminue, si on les diminue dans le temps, si on les augmente dans le temps, etc., etc. Bref, tout ce qui est sur le sujet. C'est aussi, d'ailleurs, pour la parenthèse, pour que vous ayez toutes les infos, c'est aussi chez eux, en fait, qu'on doit se justifier quand on cherche, notamment quand on est chercheur d'emploi et qu'on a droit au chômage. C'est chez eux, en fait, qu'ils vont évaluer si on recherche bien un emploi ou si on glande chez nous à rien faire et qu'on n'a plus droit au chômage. Bref. Le renforcement de la dégressivité des allocations de chômage en 2012 n'a pas entraîné de hausse des sorties du chômage vers l'emploi ces 10 dernières années. Analyse jeudi une étude de l'ONEM, Office national de l'emploi. Ah ben c'était dit dans l'article, bravo Thibaut. D'après ces conclusions, la complexité du système modère l'impact de la dégressivité et les économies sur les dépenses sociales restent limitées. Et c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce que c'est quelque chose, en 2012, hein, c'était le gouvernement Michel, un gouvernement vraiment très à droite, au minimum du côté économique, du côté, je vais dire, social, immigration, etc. Aussi. Mais on va dire que c'était surtout très extrême au niveau économique. Il y avait le fameux job de Charles Michel, qui nous avait fait tous extrêmement rire. Hein. Il avait mis en place notamment les flexi-jobs, hein, qui sont des petits travaux que tu peux comprendre comme ça, par-ci, par-là, à temps partiel. Et il avait renforcé la dégressivité des allocations de chômage. Donc ça veut dire qu'en fait... ça veut dire que plus vous étiez longtemps au chômage et moins vous alliez avoir droit à des sommes conséquentes. Donc lui, il a renforcé ça, parce que c'était déjà le cas, hein, mais lui, il l'a renforcé, et il avait promis que ça allait changer le monde, la face du monde, et que ces chômeurs profiteurs, c'était eux le problème. Et au final, vous allez voir que, ben merde, ça ne marche pas aussi simplement que ça. En 2012, le gouvernement fédéral a introduit une dégressivité renforcée des allocations de chômage, prévoyant une hausse du montant au cours de la première période d'inactivité
afin d'amortir davantage le choc initial de la perte de revenus. Cette aide diminue toutefois progressivement à partir de la deuxième période pour inciter les chômeurs à intensifier la recherche d'emploi et mieux marquer la distinction entre les revenus du chômage et les revenus du travail, logiquement, et le chômage. Donc, pour que, évidemment, parce que vous savez, c'est quelque chose qui touche beaucoup les travailleurs, quand on leur dit « oui, les chômeurs, ils gagnent autant que vous », alors moi je vais... Voilà, justement, c'est un peu l'argument aussi de la gauche, hein. C'est, oui, mais donc, je veux dire, la droite et la gauche ont chacune une vision. La gauche, c'est, oui, mais le problème ne vient pas des allocations que reçoivent les chômeurs, mais plutôt des salaires que reçoivent les travailleurs. Alors qu'à l'inverse, la droite a plutôt tendance à estimer, alors bien sûr je fais des généralités, hein, donc tout le monde à droite ne pense pas ça, tout le monde à gauche ne pense pas ça, mais j'essaye de vulgariser, mais à droite, c'est vrai qu'on part plutôt du principe que non, c'est plutôt justement les chômeurs qui ont une trop grosse somme et qu'il faut la baisser parce que finalement, bah voilà, les travailleurs ils reçoivent de l'argent parce qu'ils travaillent, mais les chômeurs ils travaillent pas, ils font rien, donc ils ne devraient pas avoir droit à cet argent. Et donc c'est dans cette logique-là qu'ils ont mis cette dégressivité, hein. Mais comme on le voit, voilà, il n'y a pas non plus... je veux dire, c'est pas complètement illogique, ça n'a pas toujours été complètement illogique, hein, cette manière de penser. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, on pensait encore que c'était efficace et que c'était une manière d'économiser de l'argent, des ressources, etc. Et qu'au final, ça pouvait, sur le long terme, être profitable. Mais ça fait longtemps maintenant qu'on sait que, effectivement, c'est malheureusement une chimère, hein, et que le monde ne tourne pas comme ça. Mais je reviendrai à la fin de l'article dessus. Il s'agissait de la plus grande réforme de ce régime depuis les années 1980, précise l'ONEM, donc c'est pas rien. 10 ans après la mise en œuvre de la mesure, l'étude constate l'absence de preuve d'une incidence sur les transitions vers l'emploi. Elle remarque que les chiffres de sortie vers l'emploi sont en fait étroitement liés à la situation économique et au marché du travail. Oh mais tiens, comme c'est bizarre dans un monde capitaliste. Non mais excusez-moi, peut-être je vais paraître un peu sévère et partial. Alors je crois que partial c'est pas forcément grave parce que vous connaissez mes penchants politiques, etc. Je pense que ça n'empêche pas le débat, loin de là. Si bien sûr vous pensez différemment, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à exprimer votre pensée et à partager. Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que c'est... Comment dire ? J'aurais trouvé ça étonnant plus dans un... que ces résultats tombent dans un marché communiste, on va dire. Parce que dans un marché communiste, logiquement, en fait, justement, le marché du travail n'a pas tellement d'incidence, puisque tout étant lié, on met des ressources là où on en a besoin. On va dire, c'est un peu l'avantage du régime communiste. On va dire, c'est... Voilà, en sachant que les débordements se trouvent plutôt dans la corruption, dans peut-être les détournements de fonds, etc. Mais ici, en fait, ça paraît tout à fait logique dans un système capitaliste que ce soit le marché du travail qui dicte, en fait, ce qui va être intéressant ou pas. C'est même le principe même du capitalisme. C'est que, enfin je veux dire, et même du libéralisme hein, tout court, hein, c'est que ce n'est pas l'État qui va avoir une influence sur qui va aller où, qui va travailler dans quel secteur en fait. Et c'est pour ça que, bon, je suis pas sûr qu'on devait faire cet essai qui a fait du mal en fait à beaucoup de gens, parce qu'on rappelle que le chômage c'est une assurance. Le chômage c'est ce qui permet aussi de garder un certain pouvoir d'achat dans la société, hein. Pour rappel, hein, le pouvoir d'achat, c'est quand même ce qui régit toute la société, toute la société économique, bien sûr. Et du coup, en fait, j'avoue que ces conclusions, pour moi, elles coulent vraiment de source. Et sans déconner, en 2012 déjà, tout le monde le disait. Enfin, alors tout le monde, évidemment, non. Mais il y avait un côté vraiment idéologique à cette mesure. Il y avait vraiment un côté, on va dire, populiste, où c'était... voilà, les politiciens, en fait, ne le faisaient pas parce qu'ils étaient convaincus que ça allait marcher, ils le faisaient parce qu'ils savaient que les travailleurs, ils allaient monter les travailleurs contre les chômeurs, et qu'ils allaient donner l'impression de faire quelque chose pour les travailleurs, alors qu'en réalité, vous allez voir, mais... il y a déjà eu très peu de bénéfices, et les bénéfices, ils sont dérisoires, enfin, donc c'est un peu... Bon, bref. L'ONEM évoque notamment l'exemple de la fin de la crise du coronavirus, lorsque les transitions vers le travail ont augmenté rapidement, malgré un gel de la dégressivité. Et ça, c'est très intéressant.
Le système dégressif actuel perd également son efficacité en raison d'un écart important entre le profil dégressif théorique et l'évolution réelle du montant des allocations pour de nombreux chômeurs, ajoute l'étude. Cet impact limité s'explique par les catégories de chômeurs qui ne sont pas soumises à la dégressivité, notamment ceux bénéficiant d'allocations minimales, les indexations régulières et la liaison des allocations au bien-être. Alors là, c'est déjà un peu plus technique, mais en fait, moi je crois que voilà, on va dire en prenant un peu plus de recul sur cette information, je pense que ça paraît évident qu'en fait, malheureusement, il n'y aura pas une seule mesure miracle, hein, que ce soit de gauche ou de droite, il n'y aura pas une seule mesure miracle pour sauver le monde, hein, pour sauver le monde économique. Ça ne marche pas comme ça, c'est très complexe. Pour moi, justement, il n'y a pas une seule mesure... Enfin, pourquoi il n'y a pas une seule mesure, notamment? C'est parce qu'on n'est ni dans un système 100% capitaliste, ni dans un système 100% communiste. Et tant mieux, en fait. Hein, pour moi, il y a l'un... Il ne faut pas entièrement l'un ou entièrement l'autre. C'est important, en fait, Chacun des systèmes ont des avantages et des inconvénients et doivent être appliqués, on va dire, en fonction des domaines d'activité et en fonction du fonctionnement de ces domaines. Et c'est logique, du coup, évidemment, que ce soit beaucoup plus technique et beaucoup plus compliqué de faire des mesures qui sont efficaces que juste de dire « Ouah, c'est bon, on va virer les chômeurs et c'est bon, le problème est réglé ». Non, bien sûr que non, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y aura jamais une seule solution comme ça qui va sauver le monde. Ce sera forcément, en fait, mais je vais dire, une série de solutions, mais qui vont dans tous les sens. Dans le sens où, je veux dire... Ce ne seront jamais que des solutions de droite ou que des solutions de gauche, en fait. Ce seront un mélange des solutions qui vont arriver, pour moi, hein, à sauver l'économie. Et pour moi, l'un des problèmes aujourd'hui qu'il y a dans la politique, hein, c'est que tout le monde s'y tient. Alors, c'est un peu le rôle des partis, hein, parce que normalement, en fait, on cherche des compromis, on cherche des solutions tous ensemble. Et les compromis permettent normalement cette espèce d'équilibre entre les forces et de pouvoir faire, on va dire, des mesures à la fois de droite et à la fois de gauche. Hein, ni de droite ni de gauche. Mais ici, plutôt à la fois. Hein. Et du coup... en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des forces qui sont tellement, on va dire, dans un espèce de populisme qu'on n'est plus dans une réflexion de « Ok, mais maintenant, il faut qu'on prenne du recul et qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que ça vaut pas la peine que ce soit plus social ?» Par exemple, hein, à tout hasard, par exemple, hein, qu'il y ait un chômage qui ne soit pas dégressif, mais qu'on augmente les salaires des travailleurs, et donc qu'on accepte peut-être aussi, voilà, enfin, je veux dire, pour moi, en fait, c'est une mesure qui devrait être de droite, en fait, augmenter le salaire des travailleurs, par exemple. Je comprends pas très bien pourquoi c'est pas de droite. Pour moi, il y a un vrai problème, je veux dire, dans la manière de réfléchir, économiquement à droite, par rapport à la gauche, qui accepte encore... Alors, ça dépend quelle gauche. Je sais qu'en France, par exemple, ils acceptent beaucoup moins que le PTB en Belgique, qui accepte quand même qu'on est dans un certain système capitaliste, alors qu'en France, je sais que la France insoumise, par exemple, est beaucoup plus, je pense, excessive sur ce plan-là. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même, je vais dire... Enfin, à gauche, ils ont plus tendance, j'ai l'impression, à réfléchir au système et comment améliorer le système sans non plus passer juste à un régime communiste, qu'à droite, où j'ai l'impression que c'est libéralisme, notre vision, et c'est tout. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un côté comme ça où ça s'extrémise. Et je parle bien, parce qu'ici, on parle de la pensée économique. Hein. Voilà. Il y a aussi une extrémisation dans la pensée, on va dire, sociale, dans le volet plus social. Mais ça, je pense que c'est déjà plus de tous les partis. Moi, je pense que vraiment, dans le volet économique, c'est quand même bien plus hard du côté de la droite. C'est un peu comme s'il y avait Voilà, parce qu'en plus, je veux dire, on n'est pas dans un... On peut pas dire qu'on est dans un système de gauche. On peut pas dire ça. Si on dit que la gauche, c'est le communisme, on est très très loin du communisme. Extrêmement... à des années-lumière du communisme. Mais si on n'est pas dans un système communiste, pour autant, on est dans un système capitaliste. Et je dis ça sans arrière-pensée, hein, vraiment, je le prends comme tel, c'est un fait. Et
Et je pense qu'en fait, je comprends pas pourquoi, mais il y a un côté de la droite comme ça, où c'est comme s'ils voulaient toujours creuser plus loin dans ce système capitaliste, alors que je pense que c'est une évidence idéologique, qu'il n'y a jamais une seule idéologie, une seule et même idéologie, qui va juste être vraie et efficace en tout temps. C'est juste impossible. C'est juste impossible parce que le monde change trop, les gens changent trop, les manières de penser changent trop, l'économie change trop même. L'économie est volatile, quel que soit, quel que soit le système économique. Donc vraiment, moi, il y a ce côté où je ne comprends pas bien pourquoi est-ce qu'ils se bornent. Elisabeth Borne. On pense à toi. Je comprends pas très bien pourquoi ils se bornent vraiment à rester dans cette vision ultra-libérale. Et comme si, en fait, vous savez, c'est un peu, ah, ça n'a pas marché jusqu'ici, mais je suis sûr que si on y va encore plus à fond, là, ça va marcher. Et t'as l'impression qu'il faut que tout s'écroule pour qu'ils se disent, ah ouais, peut-être que ça marchait pas, en fait. Hein. C'est un peu bizarre, je comprends pas bien. Ces dernières années, l'écart entre la théorie et la pratique s'est d'ailleurs encore creusé, note l'étude. Par ailleurs, la réforme n'a entraîné que des économies limitées. Environ 148 millions d'euros de 2012 à 2020, soit 0,5% des dépenses sociales totales pour le groupe de chômeurs étudiés. Le potentiel d'économie diminue notamment quand une majorité des allocataires sont des chômeurs de courte durée qui perçoivent donc un montant plus élevé pendant les 3 premiers mois d'inactivité. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais, qu'ici, on était vraiment... L'article est évidemment en description, comme d'habitude. C'est pour ça que je vous disais qu'ici, pour moi, c'est vraiment de l'idéologie, parce qu'en 2012, il y avait déjà beaucoup d'économistes qui disaient que ça n'allait avoir aucun effet. Parce que franchement, je crois que vous vous rendez pas compte, mais 148 millions d'euros, c'est rien du tout. Pour une mesure qui fait tant de dégâts, parce qu'il y a des gens qui, du coup, ont dû choisir ce qu'ils allaient acheter, payer. Alors, est-ce que ces gens méritaient ou pas d'avoir ce chômage? En fait, je crois que c'est même pas la question. Je pense qu'à un moment donné, il faut poser la question autrement, en fait. C'est quel impact ça a sur l'ensemble du système que ces gens n'aient pas cet argent. Et je pense, je vais dire un petit peu comme ça, mais je pense qu'on ne fait pas assez d'exercices de pensée en politique. Et je crois qu'il y a un exercice de pensée qui est assez intéressant à se poser pour se positionner par rapport à ce sujet. Et c'est toujours de prendre en fait une extrême et de se dire, ok, est-ce que en fait je serais capable d'accepter cet extrême si ça desservait mon idée. Donc, pour vous expliquer dans l'exemple ici, si en fait, en donnant 10 000 euros avec les chiffres actuels, etc., je veux dire la valeur actuelle de l'euro, etc., donc on va prendre la situation d'aujourd'hui. Si donner 10 000 euros net, on trouvait un moyen de le faire, d'accord, dans notre tête, il y a un moyen d'y arriver, on y arrive, on sait le financer, etc. Si en donnant 10 000 euros net à tout le monde, sans distinction, du mérite ou pas, on fait ça, on donne 10 000 euros à tout le monde, et que ça sauvait l'économie. Est-ce que vous prendriez cette mesure, oui ou non? Ou alors est-ce que pour vous, ce serait inacceptable, par exemple, qu'on ne fasse pas la distinction entre des gens qui ont du mérite et des gens qui n'en ont pas? Même si ça sauve, je veux dire, l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est là où on voit en fait le biais de l'idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, pour ce qui est de l'économie, moi, si vraiment, je le dis, franchement, si il y avait une preuve comme ça, que par exemple, en retirant le chômage, tout à coup, ça sauvait l'économie, bah ok, let's go, allons-y. Franchement, allons-y, go. Si vraiment on a la preuve que ça marche, on peut y aller. Mais alors, le truc, c'est que jamais on enlèvera complètement le chômage, comme jamais on donnera 10 000 euros à tout le monde. Ça, on est d'accord. Et c'est un peu là-dessus que les politiciens jouent. C'est, oui, mais on ne sait jamais, parce qu'on va jamais au bout de nos idées, donc on peut jamais vérifier que ce soit vrai. Mais en fait, cette logique-là n'est pas vraie non plus. Parce qu'il y a des indicateurs. Et ici, par exemple, c'en est un. C'est-à-dire que non, ce n'est pas en juste renforçant la dégressivité qu'on va sauver le monde. Donc c'est un point. Mais en plus, ça rapporte pas grand-chose. Cet argent qu'on économise, au final, on l'économise... Enfin, on l'économise pas vraiment. Parce que, en plus, là, ils comptent qu'ils économisent 148 millions d'euros. Mais eux, c'est l'ONEM qui économise 148 millions d'euros. C'est pour ce volet-là, c'est pour cette partie du budget-là. Mais à côté,
on calcule pas en fait s'il y a des pertes des autres côtés. Donc par exemple le CPAS, hein, qui est, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais qui est, vous savez, c'est l'aide en fait aux plus pauvres. C'est de l'argent que tu peux recevoir quand t'as vraiment plus droit à rien. C'est, on va dire, un peu le salaire social, hein. Mais c'est aussi la même chose si par exemple, voilà, si vous savez plus payer vos soins de santé et que du coup les gens par exemple, au lieu d'aller, on va dire, avant ils y allaient peut-être une fois tous les 3 mois voir le médecin ou quand ils étaient malades. Maintenant ils y vont plus, ils y vont que quand c'est grave. Bah du coup alors les maladies elles empirent plus vite. Donc quand elles empirent, ça coûte plus cher. C'est beaucoup plus cher, par exemple, pour prendre l'exemple d'un cancer, par exemple, c'est beaucoup plus cher de traiter un cancer de stade 3 que de stade 1. Bon, je crois que stade 3, t'es mort, je m'y connais pas très bien, mais je crois que stade 3, c'est vraiment la fin, mais je crois que vous comprenez l'idée que je veux dire, quoi. C'est que entre un petit kyste à retirer et un traitement de 6 mois, 1 an à payer, etc., bah forcément, ça coûtera moins cher de faire la chirurgie, par exemple. Et en fait, c'est vraiment sur tout un tas de volets comme ça qu'il faut calculer, et c'est pour ça que c'est complexe. C'est pour ça qu'évidemment l'économie c'est complexe, c'est que ce n'est pas juste en disant « Oh mais les méchants chômeurs, regardez, ils profitent !» Non, bien sûr, il faut réfléchir plus largement, il faut vraiment voir, et c'est pour ça en fait que je pense qu'il faut vraiment... Mais je veux dire, je dis ça, comme dirait un ami, à mes camarades de gauche, comme je le dis aussi à mes camarades de droite, finalement, hein. Il faut ouvrir son esprit, en fait. Il faut pas juste se dire « Oh non, il faut remercier que les méritants », ou alors « Oh non, il faut juste aider les pauvres petits ». Non, il faut, en fait, c'est pas ça, évidemment, l'économie. L'économie, c'est on doit trouver les mesures qui sont les plus efficaces. Et parfois, parfois c'est contre-intuitif. Parfois, les mesures les plus efficaces, ça peut être de donner de l'argent aux plus pauvres, sans distinction, en s'en foutant s'ils contribuent à la société ou non. Et oui, ça peut paraître débile, hein, mais peut-être qu'en fait, au bout du compte, si toi tu travailles, peut-être que ça te rapportera plus, en fait, d'argent. Et ça contribuera, en fait, à ton bien-être. Mais sauf que t'en as pas conscience, puisque ça n'existe pas encore. Et inversement aussi, hein, je veux dire, voilà, c'est... pour moi, par exemple, c'est très dur, hein, mais moi, je pense que les sociétés devraient faire beaucoup plus vite faillite. C'est terrible, hein, c'est horrible, hein. Je dis quelque chose d'horrible. Parce que, voilà, même mon père, il est indépendant. Quand je lui dis ça, il me dit, mais t'es fou, quoi. nous, on n'aurait plus rien, voilà, machin. Et il a raison. Mais d'un autre côté, voilà, ça je pense que c'est une mesure qui serait de droite et qui serait pas bête, en fait. Parce qu'en fait... Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de sociétés, par exemple, qui trichent, qui fraudent, qui abusent, qui, voilà, et elles font jamais faillite. Ou alors on les sauve, ou alors t'as l'État qui va injecter comme ça des milliers d'euros pour les sauver. Alors que, en fait, si on les sauvait pas, peut-être qu'il y aurait plein d'autres petites sociétés qui poperaient, qui sauteraient sur l'occasion pour essayer de remplacer. Et si aujourd'hui, par exemple, on a un peu des monopoles comme ça, comme Internet, les GAFAM, mais aussi, par exemple, les sociétés, les constructeurs de voitures, etc., que ce sont toujours les mêmes investisseurs qui investissent dans les mêmes choses, bah peut-être qu'on aurait plus ça, en fait. Si à côté, après le scandale de VW, de Volkswagen, on avait, ils avaient fait faillite, par exemple. Alors oui, ça aurait été un drame social. Oui, il y a plein d'emplois qui se seraient perdus. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aurait pas un gars qui aurait fait « Attends, mais putain, attends là, il y a plein d'usines, il y a un mec qui fait faillite, parce qu'il a triché, il y a plein d'usines qui sont dispo, et moi, j'ai une super idée, donc, tu sais quoi, je vais racheter une usine, et je vais faire mon idée. » Et peut-être qu'il y a plein de gens qui seraient partis comme ça, en se disant « attends, on va faire ça. » Mais voilà, comme aujourd'hui, en fait, on a un peu cette peur, c'est ça un peu, je pense, pour moi, la dissonance à droite, hein. C'est qu'en fait, d'un côté, ils veulent une libéralisation totale du marché, mais de l'autre, en fait, ils n'en assument pas, entre guillemets, les conséquences, qui sont, bah oui, que du coup, forcément, il y a des sociétés qui vont faire faillite, que forcément, du coup, il y a des gens qui vont souffrir, en fait, simplement. Mais comment on fait, en fait, pour limiter la souffrance de ces gens ? Mais en fait, c'est là que les mesures de gauche interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas normal, par exemple, que des indépendants n'aient pas droit au chômage. S'ils ont droit au chômage, en fait, on n'a plus peur d'entreprendre. C'est pas grave d'entreprendre et de rater. C'est plus grave, en fait. C'est juste que du coup, tu pars d'en fait un salaire peut-être qui est immense, hein, pour les dirigeants de Volkswagen, hein, c'était ça, un salaire normal. De quoi vivre, en fait, juste. De quoi te nourrir. Ne plus vivre dans le luxe.
Voilà. Et si tu veux essayer de vivre dans le luxe, eh ben, il faut essayer de reconstruire quelque chose. Et peut-être d'arrêter de tricher aussi. Bref, c'est un peu ma pensée, je voulais vous la partager et surtout vous partager cet article qui, je pense, est extrêmement important, surtout en France où on parle du chômage, on parle de l'emploi, etc. Je pense que c'est une étude qui intervient et qui est très intéressante et que ce soit en France ou en Belgique, on s'en fout en fait. Je pense que ici, il y a une mesure qui a été appliquée en Belgique. On en voit les résultats et sur 10 ans, donc c'est plutôt fiable. Et bah voilà, je crois que ça peut nourrir la pensée de tout le monde. Après, moi, évidemment, c'est mon analyse et c'est mon opinion sur le sujet. Après, libre à vous, évidemment, de vous faire votre propre opinion, d'en tirer vos propres conclusions. Mais moi, je trouvais ça intéressant, quoi qu'il arrive, de regarder un petit peu les résultats de cette étude et de vous la partager. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, votre opinion. Si, par exemple, voilà, je ne sais pas, mais ça arrive que j'ai raté des choses ou des détails dans l'article. Voilà. En général, je mets en épinglé quand c'est vraiment trop grave. Je refais une vidéo. Mais sinon, checkez toujours les commentaires épinglés. Je les mets en commentaires épinglés, les corrections, les erratums. Comme ça, c'est plus pratique, puisque souvent, c'est des petits trucs ou des petites réflexions comme ça qu'on me fait et qui sont intéressantes. Ou alors, je le mets sur Twitter aussi parfois. Bref. Enfin, je le mets d'office en épinglé, et puis parfois, je le complète sur Twitter, des choses comme ça. Mais voilà. Et puis sinon, likez la vidéo, partagez, tout ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres actualités. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de parler un petit peu économie depuis les dernières actualités qui étaient beaucoup plus trash et beaucoup moins drôles. Beaucoup moins exercice de pensée, beaucoup moins théorique. Bref. Allez, à bientôt tout le monde, la bise.